Salut les amis, donc nous voici aujourd'hui pour parler du tome 3 des Puissants, donc toujours de Vic James, celui-ci il s'appelle Libre. Vous saviez que, comme je vous l'avais dit, j'avais peur d'être déçue, parce qu'il y avait des choses qui m'avaient dérangée vraiment dans le tome 2. Donc est-ce que je l'ai été ou est-ce qu'au contraire j'ai été contente? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, résumé. On avait laissé les, entre guillemets, héros après la foire du sang. Donc Abby était partie avec Gavard. Luke était avec Cillian et Chien. Les parents étaient toujours à mille morts et pour l'instant ça n'avait pas trop d'importance, mais ça en aura par la suite. Les parents vont faire leur comeback. Donc voilà, la question c'est est-ce que Gavard va aider Abby ou pas, ou est-ce qu'il va juste l'avoir sauvée mais ensuite la laisser tomber. Abby, est-ce qu'elle va réussir à faire quelque chose parce qu'elle pense toujours qu'elle doit sauver Luke et compagnie. Luke, lui aussi, va certainement vouloir retrouver Abby. Pour l'instant, il est avec Cillian, mais il va pas laisser tomber sa famille. Luke, il veut toujours sauver Cohera aussi, qu'il a laissé au château de Crovan. Donc, est-ce qu'il va arriver à aller là-bas? Est-ce qu'il va y avoir une confrontation, du coup, entre Cillian et Crovan? Toutes les réponses à ces questions. Et puis aussi, est-ce que la révolution, enfin, Midsommar et ces petits révolutionnaires vont réussir à faire quelque chose ou pas? Jusqu'à maintenant, ils se sont toujours fait laminer face à Witham et Bouddha. Entre les deux, entre Witham et Bouddha, est-ce que Bouddha va arriver à prendre enfin le dessus ou est-ce qu'elle va continuer à se faire baiser dans tous les sens du terme? Voilà, la réponse à toutes ces questions dans ce tome. Donc histoire, on alterne toujours entre les points de vue de Luke, de Abby, de Cillian, de Gavard, et on a le point de vue d'un nouveau personnage qui va être une très bonne surprise dans ce livre et qu'on nous avait teasé dans le tome précédent. On va voir le fameux roi, le roi merveilleux. On aura son point de vue aussi. Donc voilà, ça c'est tout de suite cool. Ça change pas du format d'avant, mais moi qui trouvais qu'il n'y avait pas suffisamment d'action, de combat avec des égos et tout, là je peux vous dire qu'il va y en avoir. En même temps, on va aussi creuser dans les relations entre les persos, la psychologie des persos et tout ça toujours. Donc franchement, j'ai vraiment eu un peu de tout ce que je voulais dans ce livre. Le côté dystopie prend entre guillemets moins de place. En tout cas, il n'y a plus autant de temps accordé aux côtés révolutionnaires qui font des manifestations. On les voit toujours, mais là, le focus, il n'est pas sur qu'est-ce qu'ils font. Oui, ils ont fait des tags, ils étaient poursuivis par la sécurité et compagnie. On n'est plus dans ce délire-là. Là, maintenant, c'est surtout, il y a des traîtres dans les deux camps. Qui va être le traître? Est-ce que, quand un perso rejoint le camp, est-ce qu'il va être un traître ou est-ce qu'il va être sincère ou pas? Qui va s'en sortir? Est-ce qu'il va y avoir des morts parmi les gentils, etc. Donc, on est sur un truc où je trouve ça plus intéressant et moins monotone, même du côté des révolutionnaires. Et il y a aussi le côté défi entre Midsommar et Bouddha, parce que Bouddha va décider au lieu de décider de la buter comme à la méthode Witham, elle va décider de faire un espèce de combat médiatique contre Midsommar, et ça c'est cool. Elle a envie d'impressionner les gens avec le don, etc. Et du coup Midsommar aussi, donc les deux vont faire des espèces de spectacles de dons où elles se bastonnent et où elles essayent d'impressionner les gens. Franchement, tout ce qui se passe est extrêmement cool. Il y a encore des petites choses qui m'ont un peu déconcertée, ou perturbée, où j'étais étonnée des choix et je me suis dit je trouve ça limite un petit peu gâché ou un petit peu triste, mais en fait voilà, je me suis toujours dit pourquoi pas, j'ai jamais été vraiment révoltée, donc globalement grosse agréable surprise et je suis très contente de pouvoir dire ça. Parce que comme je vous disais, il y avait beaucoup d'éléments que j'aimais, donc ça me rendait malheureuse qu'il y ait des choses qui me dérangent dans le livre précédent. Je vous disais à chaque fois, on était sur à la fois une dystopie, des gens avec des pouvoirs et tout. J'ai vu en regardant des résumés et tout sur internet que c'était aussi rangé dans la catégorie uchronie. Donc je peux vous dire que voilà, le concept c'est aussi une uchronie, effectivement, vu qu'on est sur des pays qui existent, etc., mais avec des caractéristiques différentes, et où on nous décrit l'histoire qui s'est passée différemment. Justement, par exemple, comme je vous disais la dernière fois, Napoléon qui s'est fait battre par les égaux en Angleterre. Donc voilà, on est sur ce genre de concept-là. On va aussi revenir pas mal sur l'histoire du pays, puisqu'on va entendre parler du roi merveilleux, que tout le monde a oublié, et on va découvrir pourquoi, et on va découvrir qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il a été oublié, etc. Qu'est-ce que ça donne quand il y a un roi égal, finalement. Tout ça, franchement. Donc on est toujours sur des histoires de gens avec des pouvoirs mélangés avec le côté dystopie-uchronie. Mais là, il y a plus le côté uchronie, parce que justement, on va voir l'histoire de l'Angleterre, comment les égaux sont intervenus dans le passé, quels souvenirs ont été effacés, qu'est-ce que ça a donné sur le pays et machin.
Donc le côté dystopie, bon il est toujours là, hein, mais avant pour moi c'était vraiment le truc en premier plan, et là je trouve qu'il est un peu à égalité avec le reste, et comme le côté dystopie c'est ce que je trouvais le plus banal, bah franchement c'est cool. Déroulement de l'intrigue, alors je vous le disais, là il va vraiment y avoir de l'action. Là on est sur un truc avec d'un côté Abby qui va, je pense tout de suite vous le dire, de nouveau rejoindre la Révolution, et de l'autre côté Luke qui va rester avec Cillian, donc en gros on va avoir le côté Luke-Cillian qui vont explorer le don et répondre aux questions existentielles sur le don, comment ça fonctionne, le roi merveilleux, le passé du pays, pourquoi tout le monde l'a oublié, est-ce que c'est possible de le faire revenir, est-ce que c'est possible d'avoir des pouvoirs comme lui, etc. Du coup, Luke, il est complètement sorti de la problématique révolution et compagnie. C'est marrant parce que dans le tome 1, c'était vraiment sa caractéristique à lui, et en fait, depuis le tome 2, il est parti sur autre chose, et du coup, je le trouve beaucoup plus intéressant comme ça. Je le trouvais vraiment extrêmement banal dans le tome 1, en mode gamin qui était en mode oh, mais je me rends compte que le monde est méchant et j'ai envie d'aider les gens, etc. Je trouvais que ça n'apportait pas grand chose. Et du coup, c'est Abby qui est partie dans ce mode-là. Abby qui va peut-être un peu moins me saouler parce que comme elle prend cher émotionnellement, elle va devenir un peu moins naïve. Elle va se faire elle-même la réflexion que elle était en mode moi je veux être médecin donc ma priorité c'est ne pas nuire, ne pas nuire. Elle arrêtait pas de répéter ça. Et là. Elle va croiser Chien qui va lui dire elle lui dit règle numéro 1 ne pas nuire, et lui il va lui dire règle numéro 2 être capable de ne pas toujours suivre la règle numéro 1 quand les circonstances l'exigent et tout ça. Donc globalement ça va être un peu ça qui va arriver à Abby, et tant mieux, j'ai envie de vous dire. Du coup on va avoir comme je vous disais les deux côtés, donc le côté Abby révolutionnaire et le côté Cillian et Luke sur le don. On a aussi évidemment toujours Bouddha sur le côté politique, mais elle est minoritaire par rapport aux deux autres qu'on voit beaucoup plus. Enfin, évidemment, tout ce beau monde va se rejoindre pour le final, comme à la fin, je pense, de toutes les grosses sagas où tout finit par se rejoindre. Comme c'était une trilogie, on se doutait que ça allait arriver. La seule chose, à la limite, je reviendrai quand je parlerai de la fin, mais je peux tout de suite vous le dire, parce que la seule chose qui m'a éventuellement dérangée, parce que j'ai trouvé que c'était un peu improbable, c'est que justement, la manière dont ils se rejoignent à la fin, ils arrivent tous entre guillemets au même moment, je me suis dit oui, voilà. Mais c'est quelque chose qui se passe extrêmement souvent dans ce genre de saga, et c'est moins grave et moins gênant que les choses qu'il y a eu dans le tome précédent, donc globalement pas de soucis. Donc voilà, déroulement de l'intrigue, on est sur ça, sur un axe politique avec Bouddha, un axe don avec Luke et Cillian, et un axe révolution avec Abby. Évidemment, je dis Abby, mais c'est Abby, Gavard, Midsommar, beaucoup de monde quoi. Mais c'est Abby dont on est de son point de vue, un petit peu Gavard, mais voilà, la fin j'y reviendrai. Alors les personnages, ils sont toujours cool, et Luke et Cillian vont partir dans une direction que je ne vous spoil pas tout de suite, mais qui m'a surpris et fait plaisir. Je me suis dit, je pense que cette onomatopée exprime mieux mon émotion que ne pourraient le faire des mots. Voilà, comme je vous dis, Abby, qu'elle devienne moins naïve, c'est cool, qu'elle prenne cher, c'est cool, il le fallait, parce qu'au départ, elle était vraiment trop neuneux. C'est toujours quand même le perso que j'aime le moins, mais ça peut aller, parce que justement, on la voit prendre cher, et on la voit se dire qu'elle a envie de croire dans les gens, alors qu'en fait les gens la trahissent, etc. Donc même en ne l'aimant pas trop, on peut se dire, elle va prendre cher, elle va finir par ouvrir les yeux. Donc voilà, Gavard, il lui arrive vraiment plein de trucs pas cool, et je l'aimais déjà bien, et du coup j'ai continué de bien l'aimer, et de trouver que ce qui lui arrivait c'était vraiment moche et tout ça. Donc je préfère vraiment pas vous dire tout de suite trop de choses, parce que c'est vraiment cool et que je veux pas vous spoiler. Mais donc Gavard va être vachement torturé moralement, parce qu'il va être en conflit entre ce qu'il pense bien et ce que son père va l'obliger à faire. Son père, on sait très bien qu'il emploie des méthodes pas très catholiques. Je pense que je peux tout de suite vous dire qu'il va pas hésiter à se servir, par exemple, de la fille de Gavard pour l'obliger à faire des trucs, en disant si tu fais pas ce que je veux, ta fille, voilà, il va lui arriver des bricoles, de toute façon c'est une bâtarde, alors j'en ai rien à foutre. Bouddha qui est toujours avec John Fiers, où on sait pas trop de quel côté il est. On va voir justement de quel côté il est au fur et à mesure de ce tome aussi. Et Bouddha qui prend de plus en plus confiance en elle au fur et à mesure qu'elle découvre ses pouvoirs dans le don, et elle est en kiff sur le don et sur elle-même, et elle a envie de faire des démonstrations de ses pouvoirs et tout. C'est vachement cool parce que moi c'est exactement... je veux dire, le don, effectivement, je trouve ça génial et tout. Donc... ce qu'elle fait, je trouve ça assez logique et compréhensible, etc. Et je suis même pas choquée qu'elle se sente supérieure et qu'elle continue de dire nous on est supérieur parce qu'on a le don et c'est normal, etc. Parce qu'effectivement ils font des trucs de ouf avec le don.
Après, ils peuvent quand même se faire buter comme des merdes, comme on l'a vu dans le tome précédent, mais... En tout cas, du coup, même Bouddha, que dans le tome 1, j'avais écrit dans mon résumé, je me souviens plus si je vous l'avais dit comme ça, mais j'avais écrit dans mon résumé, c'est juste un vomi. En fin de compte, je trouve qu'elle est devenue intéressante. Et donc, ouais, je trouve que, encore une fois, Abby, c'est le perso le plus banal, mais sinon, tous les persos sont devenus intéressants. J'avais bien envie de voir si Chien allait avoir sa vengeance, j'avais bien envie de voir... justement, est-ce que Gavard allait péter un plomb ou est-ce qu'il allait obéir à son père qui est-ce qui allait finir par faire quelque chose avec ce putain de Witham qui fait chier tout le monde depuis le début. Au passage, je me suis aperçue que je me suis trompée la dernière fois, je vous ai dit que c'était la devise des Jardines, je brille mais ne brûle pas. En fait, c'est la devise des Parvas, donc c'est la femme de Witham Jardine, justement, Talia, qui est une Parva. Donc du coup, comme ils sont ensemble, c'est les Parvas de Jardine, du coup... Effectivement, c'était aussi la devise des enfants Jardine, je brille mais ne brûle pas avec la salamandre, mais la devise des Jardine, c'était censé être ose savoir, encore plus cool. Enfin, encore plus cool sur le sens, mais moins sur la forme. Et puis ça va super bien à Cillian. Apparence, je sais pas si j'aurais vraiment de nouvelles choses à dire, parce que c'est des persos qu'on connaissait déjà. Donc leur apparence, oui, elle est toujours aussi bien décrite, mais... Quand des gens vont se faire tuer, on va bien nous décrire à la fois comment ils se font tuer et à la fois leur corps après, à quoi ils ressemblent et qu'est-ce que pensent les gens devant leur corps et tout. C'est peut-être ça qui serait notable. Mais sinon, les persos sont toujours aussi bien décrits et il n'y a pas grand-chose de plus sur ce plan-là, quoi. Peut-être que ce que je peux vous dire, c'est que comme je vous disais, moi qui trouvais qu'il n'y avait pas assez de combats de dons, là il y en a. Ouais, je pense que ça je peux vous le dire parce que c'est tellement cool. Bouddha et Midsommar qui vont se faire des combats de dons. Midsommar, sa capacité, c'est de donner vie entre guillemets à des statues. Donc elle va éveiller elle avait éveillé des lions à la fin du tome précédent. Dans celui-là, elle va éveiller des dragons, une louve, une chouette, un griffon. Enfin, elle va avoir des créatures de fous comme ça. Et Bouddha, elle va créer des créatures aussi avec de l'eau, vu qu'elle manipule l'eau. Donc elle va se faire une vouivre avec de l'eau, et il me semble qu'à un moment elle va aussi faire un dragon avec de l'eau. Donc franchement des combats comme ça de dragons élémentaux, on va dire, avec le don, ça c'est super cool, et c'était bien décrit et tout, donc franchement la classe. J'ai bien eu ma dose à ce niveau. Les personnalités des gens, elles sont dans la continuité de ce qu'elles étaient avant, et on creuse certains points. Je pense que ouais, on va vraiment pousser Gavard jusqu'à la rupture. Cillian, on va explorer un peu ses failles, parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu en mode il était toujours dans la curiosité, donc ça on savait que sa raison principale d'agir c'était de découvrir des choses sur le don et que tout le reste l'indifférait un peu, mais là on va un peu plus voir ses failles et qu'il a quand même des émotions et compagnie. C'est bien et c'est pas bien. Moi je trouve que ça a jamais été exagéré, ça a jamais dénaturé le perso et ce que j'en pensais, parce que même quand il a des émotions, il essaye toujours de les cacher, il est toujours vachement pudique, et il essaye toujours de faire des sarcasmes et tout, plutôt que de chialer bêtement, donc pour moi, il n'y a pas de souci. Witham, voilà, il est toujours jusqu'au bout dans le côté connard, etc., même envers sa famille, donc voilà, lui aussi, il est dans sa logique. Ouais, je vous dis, Bouddha, elle est vraiment devenue intéressante. Au début, je la supportais pas, puis maintenant, ça va. Donc vraiment, je suis satisfaite aussi au niveau des personnalités. Les personnalités sont pas complexes de ouf, mais elles sont diversifiées et certaines sont relativement... je sais pas si on peut dire qu'elles sont originales, en fait, c'est juste qu'elles sont... Il y a bien des problématiques, des tiraillements, des oppositions, etc. Je pense que je vous l'avais dit la dernière fois à propos de Dune, que au final, il suffisait de mettre 2 caractéristiques dans les persos pour peu que ces caractéristiques soient en conflit, pour que le perso soit extrêmement intéressant. Là, je dirais même pas que c'est le cas, en fait. Parce que par exemple, Gavard, c'est juste un mec sympa. Bon, il profite un petit peu de ses privilèges, mais c'est un mec sympa, il a pas spécialement envie qui que ce soit souffre. Donc au final, il y a même pas vraiment de conflit. Son seul conflit, c'est d'être un Jardine et que du coup, son père exige de lui des choses. Mais c'est les circonstances qui font ça, c'est même pas dans sa personnalité qu'il y a un conflit. Du coup, à ce titre, je dirais que les persos sont simples, mais comme la situation, elle, est complexe, c'est pas forcément gênant d'avoir des persos qui se résument à pas grand-chose. Donc pour moi, je suis satisfaite à ce niveau. Et d'une certaine manière, c'est agréable parce que c'est un livre qui est simple à comprendre, simple à suivre. C'est pas comme Dune où je vais devoir lire ligne par ligne, etc. D'ailleurs, je me demande si je devrais chercher Dune en livre audio parce que peut-être que ça me permettrait d'aller plus lentement et de mieux profiter. En tout cas, du coup, ouais, personnalité c'est cool. Évolution, du coup, oui. Je pense que c'est vraiment dans ce tome qu'on peut voir où l'auteur a voulu mener ses persos. Avant, je vous disais qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'évolution.
Bon, Cillian, il fait toujours du power-up au niveau de sa personnalité, il a pas changé. Il y a de l'évolution, mais de l'évolution comme un Pokémon, là, c'est pas de l'évolution psychologiquement. Mais je vous disais, Abby, elle a évolué, Luke aussi, il a évolué, parce que il a été dans les circonstances, en fait, amené à être entre guillemets plus calme et à respecter un minimum Cillian, où au début il le craignait, il le dégoûtait et compagnie. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il n'était pas aussi autant un connard que ce qu'il croyait. Je pense qu'il va peut-être apprendre à aller un peu au-delà des apparences. Comme je vous disais, Bouddha, elle a énormément... Après, elle a juste poussé son concept, entre guillemets, à fond, mais au départ, elle s'en foutait du don, elle était juste concentrée sur le pouvoir politique, et en fait, elle est devenue à fond sur le don, et donc elle est limite reconnaissante à Cillian d'avoir foutu le bordel exprès pour que les égos soient obligés de se servir de leur don, parce que elle a vraiment... pour elle, ça a été une révélation. Et donc j'aime énormément la direction qu'a pris le perso à ce niveau aussi. Bon, malheureusement, les révolutionnaires, Midsommar et compagnie, eux, ils vont pas trop évoluer. Et on va rester... En fait, moi, je trouve que Midsommar, elle a été ce qu'aurait dû être Bodhina dans le tome précédent. C'est bien et c'est pas bien, parce que pour la première fois, les révolutionnaires ont été crédibles et intéressants, mais je trouve que ceux d'avant, ils auraient mérité, en fait, d'avoir un peu plus de place. Je trouve vraiment que Meilir et Bodhina, ils sont morts comme des merdes, et que c'est dommage qu'ils aient pas eu leur heure de gloire aussi. Parce que Midsommar, elle existait même pas au début, on la connaissait pas et tout. Elle est arrivée comme un cheveu sur la soupe, comme un cheveu sur la soupe au milieu du tome 2. Et ensuite, elle est devenue la leader principale, et c'est elle qui est devenue super classe et charismatique. Ok, mais bon, au début, c'était Ange, Bodhina Barwick, Ange qui dirigeait le truc. Et vous allez me dire que c'est peut-être réaliste, entre guillemets, que les leaders d'une révolution se fassent buter et que du coup ça change sans arrêt. Mais je trouve que ça contribue à ce que la révolution, ça ressemble juste à un espèce de regroupement de branquignoles, et que, il y a personne qui ressort, il y a personne qui est charismatique. Du coup, on s'en fout un peu de la révolution, en fait. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Donc, il y a beaucoup plus de perso classe dans le camp opposé, quoi. Donc c'est un petit peu dommage, mais Midsommar, elle était quand même mieux que les précédents, et donc c'est quand même cool. L'univers, les lieux et les créatures, comme je vous disais, là, on va beaucoup plus creuser le don. Alors, une chose que je regrette, c'est vraiment qu'on nous ait pas dit avant que le don était pas pareil chez chaque personne, et que chaque personne avait une espèce de spécialité de don. Un peu comme, des types chez les Pokémon ou quoi. En gros, Midsommar, justement, sa spécialité, c'est d'éveiller les statues. Bouddha, elle a trouvé qu'elle avait un lien avec l'eau. Gavar, il a l'air d'avoir un lien avec le feu. Wittam, il a un lien avec la manipulation, donc il influence les gens. Mais j'aurais aimé que tout ça, on nous le dise déjà dès le début, que les gens avaient des pouvoirs spécifiques. En fait, dans le tome 1, on aurait dû nous le dire. Et évidemment que Luke et Abby n'y connaissent rien au don, c'est normal. Mais Cillian, qui est censé être expert dans le domaine, il aurait dû le savoir, et on aurait pu le savoir à travers lui, en fait. Et du coup, on aurait dû nous dire dès le tome 1 qu'il y avait des types de dons, et dans le tome 2, on aurait dû découvrir quelles étaient les spécificités de chacun, pour que dans le tome 3, on se dise comment on va faire pour battre tel ou tel perso qui ont des types de dons qui ont l'air complètement cheatés. Alors que là, on découvre dans le tome 3 qu'il y a des spécialités de dons, même si avant on pouvait s'en douter parce qu'on l'avait remarqué. Mais moi je trouve que dans le tome 2 on le remarque sans que ça ait jamais été précisé. Donc on sait pas si c'est juste parce que les persos se servent tellement peu de leurs dons que en gros ils font une chose parce qu'ils savent quasiment rien faire, donc c'est la première chose qu'ils ont découvert et ils sont restés là-dessus parce qu'ils sont pas curieux. Enfin moi c'est concrètement c'est ce que je m'étais dit puisque rien n'avait été précisé. Donc je trouve que c'est décevant en fait de... Moi vous savez que j'aime beaucoup les systèmes carrés avec des règles etc. Et quand on peut essayer de spéculer là-dessus ou de se faire des fanfics dans le domaine et de s'imaginer nous qu'est-ce qu'on aurait et compagnie. Et là on nous a beaucoup trop laissé dans le flou. Le fait qu'on découvre tout dans le tome 3, je trouve ça dommage, vraiment. Parce que du coup, on se dit, ah ok. Et en fait, moi, ça me donne l'impression qu'on nous dit les choses une fois qu'elles ont déjà été là, qu'on a déjà constaté qu'elles existaient, et qu'on a déjà été... En gros, c'est comme si l'auteur... mais c'est l'impression que ça me donne, et je pense que c'est peut-être pas vrai, mais malheureusement, c'est l'impression que ça me donne, et pour moi, c'est un point négatif, c'est que ça donne l'impression qu'en gros, l'auteur a fait des trucs un peu au hasard, et dans le tome 3, vu que l'histoire était arrivée sur la fin, elle a décrété que ce qu'elle avait fait jusqu'à maintenant, ça allait être des règles, qui, à partir de maintenant, seraient fixes. Alors qu'au départ, ça n'avait pas été défini. Et ça m'emmerde vraiment, parce que je trouve que ça fait brouillon, ça fait pas propre, et ça retire le plaisir que j'ai d'habitude dans ce genre de saga. Donc moi, je suis emmerdée qu'on nous ait dit que dans le tome 3, oui, il y a des spécialités de dons, il y a des dons qui sont plus forts contre d'autres, il y a des dons qui sont super cheatés, il y a des dons qui sont... qui sont très cool dans une situation spécifique, et d'autres qui sont un peu touche à tout, mais du coup qui sont moins forts face aux autres... personnes douées, etc. Enfin, le fait qu'on nous dise ça qu'à la fin, entre guillemets, c'est pas vraiment tout à la fin, mais c'est genre au milieu du tome 3,
Ça m'a un peu agacée, je suis en mode merci Captain Obvious en fait. En gros, ça me fait quand même plaisir que vous nous disiez c'est une règle, ça bougera plus, mais ça aurait dû être dit bien plus tôt. Qu'on découvre par contre dans le tome 2 à travers Cillian que le don peut être volé et qu'on ait les réponses à ça dans le tome 3, ça j'ai aucun problème avec ça. Parce que même si on nous avait dit qu'il y avait des types spécifiques de dons, etc., le don de Cillian aurait pu être... justement, on aurait pu nous dire mais Cillian il a un don, on ne sait pas ce que c'est. Non, en fait, on aurait pu même penser que Cillian avait un autre don. Là, du coup, c'est un petit spoil, ce que je vous dis, mais à moitié, parce qu'on a vu dans le 2 que Cillian avait pris, elle lui a donné le don de Tante Terp, donc on sait qu'il a fait la même chose à Jenner dans leur enfance, et donc en gros, Cillian, dans son enfance, il aurait pu utiliser le type de don de Jenner, tout le monde aurait pu penser que son type de don c'était ça, et en gros, on aurait pu avoir la révélation de Wolfgudin plus tard, que son type de don initial à lui, c'était un type de don qui permettait justement de prendre le don des gens. Parce que moi, dans le tome 2, je pensais que Cillian faisait ça, mais que tout le monde était capable de le faire, que c'est juste que les gens ne le faisaient pas parce qu'ils... encore une fois, ils se servent pas assez de leurs dons et ils connaissent plus leurs propres possibilités. C'est ce que Cillian nous dit depuis le début, que les gens ne se servent plus de leurs dons et qu'ils connaissent pas leurs propres possibilités. Donc moi, je pensais que Cillian était juste en train de redécouvrir ce que tout le monde pouvait faire. Encore une fois, Witham, du coup, peut lire dans les pensées, Cillian peut lire dans les pensées. Moi, je pensais que tous les doués pouvaient lire dans les pensées. Et du coup, je comprenais pas pourquoi on nous sortait dans le tome 2 une meuf comme Astrid Alfdan qui torture les gens pour leur faire avouer des trucs. Je me disais, attends, les gars, vous pouvez lire dans les esprits des gens et vous vous donnez la peine de les torturer. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Au bout d'un moment, la cruauté gratuite, ça va 5 minutes en fait. Mais en fait, apparemment, ils sont peut-être pas tous capables. Et moi, je pensais qu'ils étaient pas tous capables parce que c'était des glandus et des flemmards et qu'ils avaient leur don et qu'ils l'utilisaient pas. Mais en fait, peut-être que non. Mais encore une fois, c'est pas assez précisé et ça m'emmerde un peu ça. Donc ça, c'est un point négatif. Mais encore une fois, le fait que les règles étaient fixées dans le tome 3 fait que le tome 3, pour moi, il est au-dessus largement des autres et que j'ai beaucoup plus eu ma dose. Mais je pense quand même que ça aurait dû être défini avant et c'est vraiment une grosse critique que je fais à cette saga. Sinon, au niveau de l'international, on n'a pas beaucoup plus d'infos qu'avant. Il y a juste des conséquences logiques de ce qu'on nous a dit dans le tome 2 qui vont se passer dans le tome 3. Par exemple, les révolutionnaires vont un peu ramener des journalistes de l'étranger ou des blogueurs ou des machins qui vont pouvoir faire tourner les infos sur internet ou qui se disent comme ça si les égos nous massacrent, il y a des gens dans le monde qui le sauront et l'international seront dégoûtés par ce que font les égos. Et il y aura peut-être que quelqu'un nous aidera. Mais bon, en même temps, les égos, ils ont réduit leur pays en esclavage depuis des siècles et des siècles, et personne n'a jamais rien fait, donc on ne sait pas si ça va marcher, si ça va suffire, et encore une fois, on n'a pas beaucoup de détails. Mais l'aspect existe, et c'est déjà ça. Logique et cohésion, par rapport à avant, j'ai pas vu de faute, et il y a plein de choses qui trouvent leur explication, ou qui sont extrêmement stylées par rapport à ce qu'on découvre sur le don et compagnie, ou sur le roi merveilleux, etc. Donc, oui, concrètement, logique et cohésion, dans ce tome, il y en a beaucoup plus qu'avant, et j'ai bien kiffé. Mystère et découverte aussi, vraiment tout ce qui se passe avec Cillian et Luke, j'ai vraiment surkiffé. Comme je vous ai dit, les combats de dons c'était bien aussi, du coup je me suis même pas ennuyée de l'autre côté, les complots politiques aussi, là c'était vraiment bien. L'écriture, il me semble qu'il y a même eu des phrases que j'ai trouvées stylées, je les ai pas notées parce que dans un livre audio c'est pas facile, mais il y a eu une ou deux fois où il y a eu des phrases où je me suis dit ah quand même. Donc l'écriture s'est aussi améliorée. Je dirais qu'on est sur du moyen plus. Avant j'aurais peut-être dit moyen plus, là on est sur du moyen plus. C'est pas ouf, mais franchement c'est plus que bien. Poésie et contemplation, il y en a, puisque là, Cillian et Luke vont voyager dans l'esprit l'un de l'autre. Du coup, on va avoir des beaux paysages, etc. Et globalement, la relation entre eux, elle est assez jolie, assez poétique. Et voyager dans les esprits, voyager dans d'autres mondes et compagnie, ça va être assez contemplatif sur ce plan-là. Et suspense et action, on en a beaucoup, du coup, du point de vue des révolutionnaires. Et avec les combats de dons et tout. Donc, ouais, franchement, là, on a vraiment tout ce qu'il faut dans toutes les catégories. Les dialogues, ils ont pas changé par rapport à avant, ils sont toujours cool, ni plus ni moins. Franchement, ça a pas bougé, je dirais. Évidemment, du coup, Bouddha, des fois, vous allez avoir envie de lui mettre des tares. Witham, on le déteste, mais voilà, on a juste envie que quelqu'un finisse par le buter. Gavard, moi, j'ai pas mal d'empathie pour lui. Cillian est toujours cool, même si je vous dis, il va plus montrer ses failles. Luke, toujours banal, mais dans les contextes qui, eux, ne le sont pas, il va réagir, entre guillemets, intelligemment, du coup, il va monter, entre guillemets, dans mon estime et dans mon intérêt, même si c'est plus la situation que lui qui me plaisait, du coup, je l'ai quand même plus apprécié. Crédibilité, réalisme, du coup, oui, j'ai vraiment pas vu de soucis, Non, franchement, c'est bien sympa. On va avoir des beaux discours de la part de Midsommar, de la part de Gavard, les gens qui vont essayer de se convaincre de la sincérité des uns des autres, etc., pour se faire confiance. Il va y avoir des moments stylés.
Non, franchement, c'est sympa. Originalité côté marquant, je dirais pas jusque-là. Même si, encore une fois, j'y reviens, je l'ai lu en livre audio, le comédien était vachement bon, sur les voix qu'il faisait, les intonations qu'il prenait, des fois il prend des airs vraiment tragiques ou quoi. Franchement, il lit extrêmement bien et donc je vous le conseille complètement en livre audio parce que ça donne vraiment une dimension en plus au livre. Autant j'avais apprécié le premier, autant vraiment j'ai beaucoup aimé les deux autres grâce à lui. Et sur l'originalité, le côté marquant, je pense que c'est vraiment le comédien qui donne tout. Donc, enfin, toute l'originalité et le côté marquant que ça peut avoir. Sinon, je pense que je disais qu'il y en a pas, mais le comédien en lui-même, il en a. De l'originalité et du côté marquant. Et du coup, en note globale, j'ai mis 8. Je suis montée d'un point. J'avais pensé descendre, j'avais eu peur de descendre. Et en fait, je suis montée. Alors franchement, je vous le dis, c'est cool. Si vous vous disiez que... En fait, voilà, je me dis, si le pitch vous attire pas, et si les défauts que je vous ai dit pour les précédents, si vous avez écouté jusqu'ici, vous ont complètement rebuté, vous n'êtes pas obligé de lire la saga exprès pour ce tome, parce que voilà, comme je vous dis, ça devient génial au tome 3, et c'était juste bien, mais vraiment bien, mais c'était juste bien au tome 1 et 2. Donc il y a des sagas qui sont géniales tout le long. Donc si vous avez vraiment pas de temps à perdre dans votre vie, et que vous voulez lire que les trucs géniaux, peut-être que vous pouvez vous en passer. Mais... si justement vous êtes du genre à lire sans arrêt comme moi et à dévorer un peu tout et n'importe quoi, ça peut valoir de lire les deux premiers pour kiffer dans le troisième. Ça peut vraiment valoir la peine. Donc moi je suis un peu au milieu, je vous le dis, pour moi le choix existe. Le tome 3 est vraiment bon, mais voilà, enfin, je vous dis, il y a des sagas qui sont géniales tout le long. Donc à vous de voir vos priorités. En tout cas, je suis plutôt sur un truc où je le conseille. Évidemment, si je le conseille, je vais pas vous conseiller juste le tome 3, je vous le conseille depuis le début. Du coup, je vous le conseille, mais moyennement. On va dire, voilà, je vous le conseille un petit peu. Réellement, à vous de voir si vous êtes attiré par ce genre de domaine. En tout cas, voilà, si vous aimez les complots, la politique, etc., la baston et les sagas modernes où il y a beaucoup de morts et compagnie, allez-y. En tant que dystopie, je dirais que c'est ni une super bonne dystopie, et que, en plus, la dystopie, c'est vraiment le côté le plus banal et moins intéressant du truc. Mais il n'y a pas que ça dedans. Il y a vraiment les trois côtés. Les bastons de gens à pouvoir et l'exploration de pouvoirs mentaux et physiques et compagnie. Donc le côté power-up intérieur et tout. Ça, d'un côté la politique avec les complots, les trucs, les persos qui se font des trucs de bâtards, des coups de pute et des traîtrises, etc., les espions, les contre-espionnage et tout. Et voilà, donc la dystopie, c'est juste un aspect parmi trois. Donc à vous de voir si ça vous rebute ou pas. Moi, je vous dis, voilà, un conseil moyen. En tout cas, moi, je suis très contente de l'avoir lu. J'ai vraiment passé un bon moment. Pour moi, le dernier, ça a vraiment été l'accomplissement, la consécration et tout. Donc je suis contente d'être venue là. Je remercie l'ami qui me l'a conseillé. C'est vraiment une bonne surprise. Je suis très contente, hein, vraiment. J'avais pensé être déçue et ne pas l'être. Voilà, comme quoi, c'est pas parce qu'on a des a priori que forcément on reste sur nos avis préconçus. J'attendais la boulette. Franchement, au début du bouquin, je me disais, voilà, les persos vont refaire des trucs illogiques ou que je vais trouver bizarres et compagnie, ou il va se passer des choses complètement injustifiées. Non, je l'ai cru à des moments, mais finalement non. Du coup, puisque je l'ai cru, on va y venir. Donc attention, spoil. Au début, j'ai été dérangée par la manière dont Koira a disparu. C'est ce que j'allais dire, et donc je vous le dis maintenant en spoil. Le fait qu'il retourne là-bas à Island Chase, là, au château de Crovan, exprès pour aller chercher Koira, et que, en fin de compte, au moment où elle passe la porte, Crovan l'attrape, et que du coup elle disparaît entre les deux portes, j'ai trouvé ça sur le moment frustrant, parce que, en fait, le perso de Koira, je l'aimais bien. Et j'avais envie de la voir faire face aux révélations tragiques sur son passé, sur qui elle était, etc. Voir si elle était détruite ou si elle arrivait à s'en remettre. J'avais envie de voir si Yann pouvait faire quelque chose pour son don. Bon, moi, il se trouve que puisque Crovan l'a détruit, il n'y avait rien à faire. Peut-être que du coup, voilà, vu qu'il n'y avait rien à faire avec son don, peut-être que l'autrice s'est dit, il n'y a plus rien à faire du perso, mais c'était quand même un peu cruel. Au final, il s'avère que vu la problématique que ça lance avec le roi merveilleux,
J'arrive à apprécier qu'il se soit passé ça. Mais au début, le fait qu'il se passe ça et qu'après ils s'en vont du château, en mode on sait tant pis, on est passé pour chercher Koira, on n'a pas pu l'avoir, on repart. J'étais extrêmement frustrée et dérangée et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Enfin je veux dire, Crovan, pourquoi il l'a retenu, sachant comment fonctionnait sa porte? Je veux bien croire qu'il l'aimait pas, mais s'il a juré entre guillemets de la protéger malgré le fait qu'il a détesté dans le principe, enfin je veux dire s'il voulait la buter, il avait qu'à la buter. Le fait de la tirer au moment où elle passait la porte, que ça la fasse disparaître, je sais pas. Est-ce que dans sa tête aussi c'était un moyen de faire un compromis, genre je ne l'ai pas tuée, mais elle est plus là donc elle m'emmerde plus? Je sais pas, parce que d'un côté il avait l'air surpris, mais j'ai du mal en fait, justement, Crovan, je trouve qu'il est beaucoup trop con par rapport à ce qu'on nous a dit sur lui, le point où on a rendu le perso flippant, etc. Qu'il ait fait ça, j'ai trouvé ça très con, je veux dire. Il aurait pu la laisser sortir et lui dire de rentrer, lui mettre la pression. En plus, il pouvait peut-être encore la manipuler avec le collier ou quoi, donc il avait qu'à la laisser sortir et puis la rattraper après. Enfin, ce truc de la rattraper au moment où elle passe la dernière porte, j'ai trouvé ça extrêmement naze de sa part, à tout point de vue. Je comprends pas du tout pourquoi. S'il voulait faire ça en tant qu'expérience, il avait qu'à le faire avant. Je trouve ça extrêmement brouillon. Donc vraiment, encore une fois, le perso de Crovan, beaucoup de promesses et au final beaucoup de déceptions. En fin de compte, c'était juste un con. Un mec sadique sans spécialement d'intérêt. Bon. Au moins, il a servi à se faire défoncer par chien à la fin, et du coup, ça, c'était plutôt jouissif. Mais du coup, je pensais que le perso serait plus utile, plus charismatique, plus cool. Là, voilà, Crovan, un peu déçu par Crovan quand même, ouais. Mais bon, du coup, la disparition de Koira, qui sert de prétexte pour ensuite le roi merveilleux qui veut la retrouver, eux qui parlent avec lui pour lui expliquer ce qui s'est passé avec Koira, et que du coup, lui, il leur explique leur histoire et tout à Cillian et Luke. Ça, c'était extrêmement stylé. L'histoire, justement, du roi merveilleux était extrêmement stylée. Le fait que Cillian ait le même pouvoir que lui, et que lui, il les ait retrouvés et observés, justement, parce que comme Cillian avait le même pouvoir que lui, et qu'il savait qu'il avait un enfant, il pensait que Cillian était son enfant. Oui, c'est logique, c'est cool, c'est classe, voilà. Qu'il aurait laissé les souvenirs en mode « Ah, pourquoi pas, après tout ?» Ça peut paraître bizarre, mais d'un côté, le mec, on sent qu'il a vécu des millénaires et qu'il en a plus rien à foutre, en gros. Il s'est dit, bon bah voilà, les gens... Enfin, le mec, il est plus ni bon ni mauvais, quoi. Il est complètement juste en train d'essayer de résoudre ses problématiques. En gros, un peu comme Cillian, il est vachement neutre. Et on sent d'ailleurs que Cillian a un peu le potentiel de devenir comme lui dans un futur lointain. Même si, dans un futur proche, on sent qu'il a le potentiel de devenir un mec sympa, vu qu'il est amoureux de Luke. Et voilà, c'est de ça que je voulais parler tout à l'heure et je voulais pas vous spoiler. Le fait que Cillian soit gay et qu'il soit amoureux de Luke, je trouve ça génial en fait. Avec un ami il y a pas longtemps, on parlait de se dire de nos jours ils mettent des romances gays partout, c'est un peu pour les quotas et pour la mode, etc. Ça sonne faux la plupart du temps et tout. Moi je lui ai dit mais tu sais, moi je trouve que ça se voit en fait quand ça sonne faux, quand c'est artificiel ou quand ça a l'air sincère et tout. Il y a des livres où je trouve que ça ressemble à des quotas et ça sonne creux et ça m'énerve. Autant là, ça m'a fait cet effet pour Midsommar et Layla. Franchement, j'ai vraiment eu l'impression que Midsommar c'était Madame Quota, quoi. La meuf, c'est la seule égale, la seule famille d'égaux qui sont noirs, et c'est elle qui est à la tête de la révolution. Elle a des piercings et tout, et en plus elle est lesbienne, et voilà, et sa meuf est enceinte. Voilà, j'ai vraiment trouvé que c'était Miss Quota et qu'à part ça, elle avait pas vraiment de personnalité. Et du coup, le fait que les révolutionnaires mettent tout sur Midsommar et que ce soit elle qui... Bon, évidemment, j'ai adoré son pouvoir et j'ai trouvé super classe les combats qu'elle a fait contre Bouddha. Mais comme je vous dis, dans le tome 1, on nous a présenté Ange, / Bodhina. J'aimais énormément le concept de faire un face-à-face Bouddha vs Bodhina, où les deux, elles avaient l'air angéliques, etc. Et d'ailleurs, j'aurais bien aimé savoir... Bodhina, qu'est-ce qu'elle pouvait faire avec ses pouvoirs? Alors peut-être qu'elle pouvait que soigner les gens et que du coup c'était pas pratique entre guillemets sur le plan combat, mais j'en sais rien, elle aurait pu développer des techniques de combat de corps à corps et se soigner rapidement au combat et tout, enfin même avec un pouvoir de soin on peut faire des trucs stylés, donc je trouve ça dommage vraiment que le perso de Bodhina ait été tué comme une merde, ait été bien présenté, vraiment en mode situation d'exposition de ouf, et ensuite pouf elle est morte, et Midsommar on nous la ramène avec 0 situation d'exposition, où on nous dit elle est noire, elle est lesbienne, vous êtes censé l'aimer parce que voilà, c'est une anticonformiste, et ensuite c'est elle qui prend la direction de tout, et on nous dit oh elle est douée, voilà, elle est charismatique, les gens la suivent, elle fait des beaux discours et machin. Ouais d'accord, mais on nous avait dit la même chose sur Meilir et Bodhina, et eux on les connaissait plus, on était plus attachés à eux et tout, enfin
Autant je trouve ça bien de tuer des persos importants, autant en tuer trop et que ça défile sans arrêt, surtout quand c'est toujours du même côté, parce qu'en gros du côté des méchants, il y a 0 mort depuis le début. Witham il était toujours là, Bouddha elle est toujours là, et Kessler il était toujours là, Krovan il est toujours là, Astrid Alvdan elle est toujours là, même Devin, le majordome de Krovan il était toujours là. Tous les méchants étaient toujours là depuis le début jusqu'au tome 3. Alors que les gentils, tous les dirigeants de la Révolution, ils se font tuer les uns après les autres. Étant donné que moi, je lance des dés, mais que les écrivains, habituellement, je pense, ne lancent pas des dés, je suppose que c'est pas arrivé par hasard. Et donc, je questionne les choix de l'auteur à ce niveau. Est-ce qu'on était vraiment obligé de faire une hécatombe dans le camp des gentils et qu'il n'y en ait aucun du côté des méchants, entre guillemets, sachant qu'ils auraient très bien pu s'en servir s'il y avait eu des morts de leur côté. Ils auraient pu rebondir là-dessus et tourner ça de manière tragique, etc. Je trouve que ça aurait pu être plus égal et on aurait pu faire des combats épiques avant, en fait. Même si j'ai bien compris que la problématique c'était que les égos servaient plus leur pouvoir jusqu'à ce que Cillian les y oblige, etc. Je sais pas, on aurait pu faire des combats à plus petite échelle, je veux dire. Midsummer et Bouddha, elles se font des combats complètement épiques avec des dragons énormes et tout, dans la rue, mais on aurait pu faire un combat, je sais pas, Gavar, peut-être pas, parce que Gavar il est quand même sympa, mais j'y pense sur l'intensité des pouvoirs. En fait, je me dis, genre, justement, Gavar vs Meilir ou un truc comme ça. Le gars qui balance du feu, l'autre qui se soigne et qui revient, voilà. Un truc, ça aurait pas été aussi épique que des dragons et des vouivres qui se battent en plein ciel, mais on aurait vu le don faire des trucs, en fait. Là, le seul truc qu'on a vu avec le don, c'est la tente de terre qui explose le bâtiment en mode de totale perte de contrôle, et Cillian qui le reconstruit. Mais reconstruire des bâtiments, comme le dit Witham lui-même dans le tome 2, voilà, un pouvoir d'architecte, oui, c'est bien gentil, mais c'est pas ultra palpitant comme truc, donc je sais pas. Je suis un peu mitigée sur la répartition des choses, en fait. Mais bon, comme je vous dis, toutes les choses bien sont dans le tome 3, donc là j'ai kiffé, c'est juste que, voilà, je me dis que ça aurait peut-être été mieux de mieux les répartir. Donc où j'en étais dans les choses bien. Cillian, Luke, le roi merveilleux, tout ça franchement c'est carrément ce que j'ai préféré. La romance entre Cillian et Luke, elle est trop cool, parce que au début Luke il est en mode un peu dégoûté, un peu perplexe, etc. Puis finalement il va se mettre à tenir à Cillian au fur et à mesure, parce que justement il s'attache à sa personnalité, donc c'est pas le côté physique entre guillemets qui est vraiment à prendre en compte. Du coup, Luke, il serait potentiellement bi vu qu'il avait l'air d'aimer Kohira, et jusqu'à maintenant, il avait l'air de penser être hétéro, donc voilà. Mais voilà, qu'il puisse aimer Cillian justement pour sa personnalité et parce que lui l'aime et qu'il le fait se sentir aimé et tout, moi je trouve ça mignon, quoi. Et la relation, non, elle est franchement trop bien, la relation. De toute façon, j'adore Cillian depuis le début, donc voilà. Le fait qu'il ait des côtés plus mignon, plus fragile et plus attachant, etc. Et puis qu'il arrive toujours à garder son côté sarcastique et machin, justement même dans sa relation avec Luke, tout en étant gentil et attachant. Oui, j'ai vraiment adoré, quoi. Vraiment, là, c'est typiquement le genre de romance où moi, j'ai envie de les mettre en image accrochée dans mon appartement, comme Shaolan et Sakura. Ça n'arrivera pas, je suis pas convaincue qu'il y ait des possibilités d'avoir un poster de Luke et Cillian, mais sinon j'aurais été pour, en théorie. Donc voilà, Gavar, je vous disais, qui a été obligé de trahir la révolution et tout, à cause de Witham qui retenait sa fille et tout, ça c'était bien atroce, et c'était bien joué de faire que Abby était en mode, mais il faut lui faire confiance, en mode bisounours et tout, et elle disait, ouais, je suis sûre que Gavar il est gentil. Oui, il est gentil, mais c'est pas parce qu'il est gentil qu'il peut pas vous trahir, en gros... Malheureusement, les gentils, il y a des gens qu'ils aiment plus que d'autres, et voilà, pour sauver une personne, des fois on est obligé d'en sacrifier d'autres, donc c'est toute la problématique que Abby va apprendre dans ce tome, et ça aussi c'est cool. J'aime vraiment aussi bien le personnage de chien, son côté bien psychopathe, et j'aime beaucoup comment le comédien le fait parler. Je me souviens que dans le livre, il y avait des virgules à des endroits bizarres, comme s'il parlait, ou des points, comme s'il parlait de manière saccadée, et le mec le fait très bien, il prend une voix un peu rocailleuse et tout, et il le fait parler justement avec des pauses bizarres, comme si le mec haletait à chaque fois qu'il parle. C'est vraiment stylé, donc ouais, chien aussi, cool. En plus, il a pu aller jusqu'au bout de l'histoire et avoir sa vengeance et tout, donc c'était pas mal jouissif. Franchement, le combat final avec Gavar dans le sous-sol, oui, je vous disais, Luke et Cillian qui arrivent au même moment que Abby, Libby, Daisy et Chien dans le...
C'était dans quoi? Dans le Parlement ou enfin, en tout cas dans l'endroit où Gavard est en train de se faire torturer. C'était un peu facile parce que du coup, si Luke et Cillian n'étaient pas arrivés, puis à ce moment-là, Abby, Chien et compagnie, ils se seraient juste fait défoncer gratuitement sans rien pouvoir faire. Donc bon, je me suis dit, ouais, une petite facilité scénaristique, hein. Les gars, ils avaient aucune idée de ce que faisaient les autres, et comme par hasard, ils sont arrivés même jour, même heure. Bon, même jour, ça s'explique parce que Cillian a ressenti une perturbation dans la force quand son père s'est fait buter et quand la maison de la lumière a été détruite. Mais par contre, qu'ils arrivent pile au même moment, bah ça, non quoi. Ça, c'était une facilité scénaristique, je suis désolée. Après, comme je vous dis, c'est courant. La manière dont Jenner se fait tuer, encore une fois, il s'est fait tuer comme une merde. Midsommar aussi. En fait, Midsommar, moi je suis embêtée parce que autant la manière dont elle se fait tuer pourrait être atroce, épique, enfin l'image est vraiment atroce et épique, et donc je l'approuve dans l'idée, mais le problème c'est qu'on la voit pas venir. J'aurais vraiment aimé qu'on nous montre avant que Witham avait un pouvoir de persuasion, et que on nous montre avant qu'il avait prévu de venir quand, si Midsommar allait trop loin, etc. Parce que je trouve que ça aurait mérité qu'on flippe en se demandant qu'est-ce qui allait se passer entre, dans le duel Midsommar vs Witham. Je trouve ça bien qu'elle ait explosé la maison de la lumière par surprise et que Bouddha était en mode putain mais je t'ai donné des destinations, pourquoi t'es allé à une destination que je t'avais pas donnée, putain tu fais chier. Qu'on nous ait surpris sur le côté explosion de la maison de la lumière, c'était cool, mais qu'on n'ait pas du tout vu venir que Witham allait arriver et qu'il allait pouvoir défoncer Midsommar avec son propre don en l'obligeant à le retourner contre elle-même, c'est dommage parce que il aurait pu faire ça à un perso moins important avant pour qu'on flippe que ça arrive en fait. Je trouve que ça aurait renforcé le côté tragique parce qu'on se serait dit putain Midsommar elle va se jeter dans un piège. Je trouve que ça aurait été plus classe si on avait su, parce que là Abby a dit il va venir, je suis sûre il va venir, elle veut le buter avec Chien. D'ailleurs aussi facilité scénaristique, Abby Chien, son arme s'enraye, au final c'est Gavard qui le bute. Là c'est limite un Deus Ex Machina pour que Abby n'ait pas de sang sur les mains, je suis désolée. Autant je trouve ça bien que Gavard le bute, autant je trouve que ça aurait limite mérité que Abby n'arrive pas à le faire, ou que eux ils soient arrêtés ou quoi, mais le fait qu'ils essayent et que le truc s'enraye, peut-être que, je sais pas, autant ça aurait été déterminé par des événements aléatoires, j'aurais trouvé ça cool encore une fois, autant là pour des auteurs qui écrivent leurs choses sans dé, j'ai du mal à comprendre, parce que c'est tellement con en fait comme truc qui se passe, que j'ai du mal à comprendre en quoi c'est stylé. Comme par hasard, Gavard l'a buté, donc c'est bon, ça a été fait, mais du coup, ouais je trouve ça un peu facile en fait. En gros, ils avaient prévu de le faire, mais Abby, elle sait qu'elle a donné l'ordre de tuer, mais au final, c'est pas elle qui l'a tué. Voilà, ça m'a un peu saoulée. Mais ouais, du coup, ce que je disais, c'est que vraiment, je trouve qu'on aurait dû, avant, comprendre que Witham avait un pouvoir de persuasion, pour qu'on se dise, putain, s'il vient, est-ce qu'il va pouvoir le faire contre Midsommar? Est-ce que ça va marcher? Et que du coup, on voit plus la lutte entre eux. Qu'on voit Midsommar qui essaye de résister, qui essaye d'envoyer ses dragons dans la direction de Witham, les dragons genre qui feraient demi-tour et qui retourneraient vers elle, ou qui se figeraient un peu dans le ciel, etc. Enfin, je trouve qu'on aurait dû plus détailler le duel entre eux. Là, on voit Midsommar qui se fait buter, et on se dit « What the fuck ?» parce qu'on comprend pas du tout d'où ça sort. Et en fait, après, on nous dit « En fait, Witham avait un problème... un problème. Il avait un pouvoir de persuasion. » Donc on réalise après... Oh putain, la pauvre, elle s'est fait persuader de se faire tuer par ses propres dragons, mais c'est horrible. Oui, mais en fait, du coup, pendant que la scène était en train de se passer, moi j'étais juste en mode mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et c'est dommage, j'aurais préféré être en mode non, ça aurait été plus intense comme ça. Donc voilà, encore une fois, je suis un peu désappointée ou perturbée par les choix de l'auteur, parce que je les trouve pas bien optimisés sur le plan de l'intensité émotionnelle et tout. Il y a des moments comme ça où on nous laisse un peu en frustration ou en mindfuck et tout, alors qu'on aurait pu nous mettre dans des situations extrêmement stylées. Enfin, tous les paramètres étaient là pour que ce soit le cas, quoi. Donc voilà. Mais sinon, en soi, le fait que Witham se fasse tuer par Gavard, émotionnellement, ça tombe juste, et c'était prévisible depuis un moment dans ce tome-là. Pas forcément dans les tomes précédents, mais dans ce tome-là, comme il avait retenu sa fille en otage et qu'il l'a obligé à trahir la rébellion et tout, alors que lui, il était clairement sympathisant avec eux, à force de le torturer psychologiquement... Voilà, fallait bien que ça finisse par arriver. C'était un mec impulsif et tout, donc voilà, c'était tout à fait logique. Et vu qu'on nous a montré, là par contre oui, du coup, ça paraissait nécessaire de nous montrer que les égos pouvaient crever comme des merdes quand on leur tirait dessus par surprise, dans le tome précédent, vu que Witham est mort comme ça. Ok, mais là dans ce tome, bizarrement, on nous l'a dit un peu avant, j'aurais suffi de les tuer par surprise, etc.
Oui, mais ça aurait mérité qu'on nous le dise encore avant, en fait. Avant que ça arrive à Bodina, quoi. Ça aurait été bien. Mais bon. Donc ouais, je vous disais la scène finale avec tout le monde dans le Parlement, là, où ils se demandent comment ils vont gérer, parce qu'il y a plusieurs égos, et autant ils peuvent tirer sur un, autant les autres vont avoir leur réflexe protecteur qui vont se déclencher quand un mourra, et du coup, les autres seront plus forts, et eux, ils vont pas pouvoir tous les gérer. Parce qu'il y a Astrid, Bouddha et Crovan, ensemble, et eux, de leur côté, ils ont que Cillian et Chien, donc éventuellement Chien en tue un, Cillian en affronte un, mais il en reste un troisième qui peut tous les défoncer. Voilà, donc c'est chaud. Et la manière dont il règle ça avec le pouvoir du roi merveilleux, en demandant en plus à Luke de tuer Cillian. Vous savez que j'adore les relations amoureuses où quelqu'un ou un des deux doit tuer l'autre, ou le blesser ou quoi. Enfin, j'adore ce genre de machin où il faut se faire confiance et se sacrifier pour l'autre et compagnie. Donc voilà, là, dans mes petits fantasmes, on y était à 2000%. Donc Cillian qui embrasse Luke et qui lui dit ouais, vas-y tue-moi et plante ton couteau là derrière l'oreille, tout dans mon cerveau, tout ça. Et Luke il le fait, qui est en mode traumatisé avec le sang de Cillian sur son visage et tout, et qui lèche son sang et qui se dit je suis content de l'avoir embrassé avant et tout. Ah, là on était vraiment dans les relations où moi je suis en mode cœur quoi. Donc merci l'auteur pour m'avoir fait ce petit kiff qui rentre totalement dans mes délires habituels de ce qui me fait fantasmer moi. Voilà, des relations un peu avec un mec comme Cillian qui de base est assez en mode je suis 10 fois plus fort que toi et je te demande de me tuer. Voilà. Voilà le type de relation que j'aime bien. Donc, donc j'ai bien kiffé. Et évidemment, la fin du livre laissé en mode un peu énigmatique, où on nous dit que Cillian est mort, mais on sait que le roi merveilleux, il était mort aussi, que ça lui a pas empêché de ressusciter, et qu'on nous dit ouais, le caveau des Jardines a été vandalisé, et Luke qui disparaît avec une odeur de plage dans sa chambre. Bah voilà, on sait très bien que Cillian est revenu et qu'il a embarqué Luke, et ils vont certainement se balader dans les mondes alternatifs à la recherche de Koira et du roi merveilleux. Bah c'est franchement cool. Je veux dire, c'est une fin à la fois ouverte et à la fois satisfaisante. On peut s'imaginer ce qu'ils vont faire après et rêver de ça, enfin, fantasmer là-dessus en se faisant des épisodes supplémentaires dans notre tête. En même temps, c'était une très bonne conclusion pour la série, parce que voilà, Cillian a pris tous les pouvoirs. Alors oui, vous savez que je déteste les séries où les pouvoirs disparaissent, parce que je trouve ça extrêmement déprimant. Cela dit, là, ils disparaissent parce qu'ils sont absorbés par Cillian qui est mon personnage préféré depuis le début, et j'adore les persos qui font du power-up. Donc le fait que les pouvoirs s'en vont, mais ils s'en vont pas complètement, ils s'en vont dans quelqu'un, qui plus est dans quelqu'un que j'adore, bah voilà, je veux dire. En plus, les autres, ils en faisaient un usage tout à fait discutable, alors que Cillian, bah, il en fera un usage qui sera aussi discutable, mais qui sera en tout cas moins problématique pour moins de gens, parce qu'il va plus être en mode exploration, etc. Enfin, ça l'intéresse pas de juste s'en servir pour torturer des gens ou enfoncer des portes ouvertes, etc. Ça l'intéresse pas, quoi. Il est vraiment dans les gros défis. Donc globalement, c'est mieux pour tout le monde que ce soit lui qui ait absorbé l'ensemble du don de la Grande-Bretagne, hein, parce que du coup, il continue à y en avoir dans les autres pays. Et ça aussi, c'est intéressant de se demander... bah, du coup, la Grande-Bretagne va devenir une démocratie, et comment les autres pays vont se comporter par rapport à ça. Bouddha dit ouais, mais les autres pays où il y a du don, ils vont peut-être nous soutenir, et je sais plus, je crois que c'est peut-être la porte-parole d'Awson qui dit ouais, bah... Ça c'est pas sûr parce que vous êtes un peu leur cauchemar, ils ont juste peur que ça leur arrive aussi, le don qui disparaît soudainement sans explication, donc voilà, c'est pas dit qu'ils vous soutiennent en quoi que ce soit. Donc tout ça, c'est extrêmement sympa, et puis Bouddha qui va devenir la dernière chancelière en mode transition avant que le pays passe en démocratie, elle qui voulait à tout prix avoir ça, à la fois elle a ce qu'elle voulait, en même temps elle est dégoûtée parce qu'elle a perdu le don. Donc même du point de vue de Bouddha, c'est une évolution extrêmement intéressante, et satisfaisante, parce qu'on se dit en tant que méchante elle a pris cher, en même temps elle était pas aussi méchante que Witham ou d'autres, donc c'est potentiellement mieux de la laisser en vie et de la laisser entre guillemets souffrir et devenir une personne plus quelconque, même si elle est toujours en train de dire oui, on est toujours supérieur puisqu'on est toujours riche, on a toujours des domaines et on est toujours mieux éduqué et machin, et c'est pas faux en fait, d'un point de vue strictement pragmatique, c'est pas faux. Donc elle a dit notre but ça va être de rester la classe dominante même si on n'a plus le don, donc en gros on va être dominant de beaucoup moins haut qu'avant, mais on peut continuer à le rester. Donc ça reste une saloperie, mais une saloperie avec moins d'armes pour l'être. Bah c'est à la fois triste et en même temps ça se finit bien. Enfin ouais, on peut tout à fait s'imaginer. C'est quand même satisfaisant de lui avoir enlevé quelque chose et de savoir qu'elle va en souffrir tout le reste de sa vie, de se dire que ça va peut-être lui apprendre un petit peu l'humilité.
même si pas complètement, et elle va rester dans sa même logique. Je trouve ça à la fois réaliste et à la fois satisfaisant, donc je suis vraiment très contente de cette fin. Je suis amusée par le personnage de John Fires, du coup, qui était vraiment du côté de Bouddha, en mode je suis tellement fascinée par les gens qui ont le don. Pareil, quand Witham lui casse le petit doigt et que Bouddha elle le soigne, j'adore aussi ce type de relation et que lui il est en mode fasciné et qu'il a bien envie d'aller coucher avec elle après, en mode tu m'as réparé, ça m'a excité. Limite j'ai envie que tu me laisses pour que tu puisses me soigner et tout. Bah ouais, voilà, j'aime beaucoup cette relation aussi. Et le fait que Bouddha a envie de prendre le don de Gavard pour lui transférer, bah c'est mignon, même si c'est un truc de bâtard, hein, c'est un truc mignon de méchant, quoi. Ouais, j'aime vraiment bien tout ce qui se passe avec ces persos-là. Du coup, ouais, franchement, un gros kiff. J'ai quasiment tout aimé, comme je vous dis, malgré les reproches que je fais. Bah, les reproches que je fais, je pense, expliqueront suffisamment pourquoi je mets 8 et pas plus. Pour moi, ce livre, il a quand même pas mal de défauts. Notamment les choses qui sont assez mal réparties et des choix un peu chelous. Je trouve que ça aurait pu être mieux optimisé sur la manière dont on apprécie les choses émotionnellement. Mais voilà, il y a quand même pas mal de trucs cool. Hein. Je vous l'ai dit, le fait que Chien ait sa vengeance contre Crovan. Globalement, qu'on soit retourné au château et qu'on ait vu tout l'épisode avec les criminels qui essayent de prendre le pouvoir. Ah oui, l'épisode avec Koira qui se fait enfermer derrière la porte, où il y a une meuf qui fait semblant de se faire violer pour faire sortir Koira. J'ai trouvé ça extrêmement cool, parce que ça sort des clichés où c'est toujours les meufs qui sont victimisées et toujours les mecs qui sont des bâtards. Là, il y avait une meuf aussi du côté des bâtards. Donc voilà, en gros, les clichés de la meuf vulnérable, ils peuvent être utilisés aussi par les meufs. Et j'ai trouvé ça bien que ce soit montré, ce truc-là. Donc ouais, franchement, il y a énormément de bonnes idées, énormément de petits trucs cool, et énormément de gros trucs cool aussi. Donc malgré les défauts, un livre qui était un extrêmement bon moment, une très bonne surprise, et j'ai bien kiffé cette saga. Et si je trouve d'autres livres de cet auteur, je les lirai avec plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde. Et moi, je vous dis à la prochaine pour revenir dans l'univers de Dune. Parce que ça y est, j'ai fait ma pause, c'est bon. Je peux y retourner. Voilà, salut! Thank you.